Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On reprend les débats de cette journée scientifique. Donc, merci à vous qui êtes là et merci à tous les amis et collègues en ligne. Pour vous présenter un petit peu la session qui démarre et que nous avons nommée Santé publique et politique sécuritaire, mais qui est beaucoup plus autour de ce qu'engage ou ce qu'a comme conséquence la clandestinité. La clandestinité, soit des usages, soit des pratiques, parfois des pratiques de santé, soit parfois même des individus. Et ce que cette clandestinité est qui est en rapport avec la loi, donc des lois qui sont soit répressives, soit des lois qui conditionnent l'accès aux droits ou qui pénalisent donc certains usages, qui entraînent par là même la stigmatisation et parfois la discrimination des personnes, et qui donc deviennent un véritable obstacle à l'accès à la santé des personnes, à une mauvaise santé des personnes. Et nous, donc, pour ce faire, on traitera de 3 travaux de recherche sur 3 territoires différents, entre la France, la Belgique et la Côte d'Ivoire. 3 travaux de recherche qui illustreront donc cette clandestinité qui est un obstacle à la santé des personnes. Donc, pour débuter la présentation, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Marie-Geoffrey Roustide, qui est sociologue, qui est chargée de recherche à l'INSERM, qui est directrice scientifique du programme Sciences sociales, drogue et société à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui donc coordonne ce travail de recherche qui est l'impact de la pénalisation des drogues sur l'accès aux soins des personnes usagères de drogue en France, pour cette première présentation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter donc, les résultats de ce projet de recherche qui a été mené avec un financement de Médecins du Monde. Et donc, c'est un projet que j'ai réalisé avec Laurie Wdowiak. Alors ce projet, il est assez ancien en fait. Avant de démarrer ma présentation, je voulais dire quelques mots sur l'histoire du projet. En fait, c'est un projet au départ qui devait être mené en France et en Côte d'Ivoire. Et donc, un terrain exploratoire a pu être mis en place en Côte d'Ivoire. Mais pour des raisons politiques, la recherche a dû être arrêtée puisque mettre en place une recherche sur la question de la réduction des risques en Côte d'Ivoire au moment où le projet avait été initié, risquait de mettre en péril les programmes de Médecins du Monde par rapport à la démarche que nous avions qui était de travailler sur la question de la pénalisation de l'usage de drogue. Donc je mentionne ce point-là parce que je trouve que ça a beaucoup de sens, ça dit beaucoup de choses sur les limitations dans lesquelles on peut se trouver face à cette question de la pénalisation de l'usage de drogue. Donc, une collecte de données donc, exploratoire a quand même pu être menée en Côte d'Ivoire. Elle a donné lieu à un rapport interne à Médecins du Monde qui a été réalisé par Juan Diego Poveda. Mais donc nous, on a continué avec Laurie Wdowiak à effectuer la collecte de données en France. Et c'est ce travail-là que je vais vous présenter maintenant. Alors, par contre... Ah, c'est avec ça ? Ok. Alors, quelques éléments de contexte sur la France et la question donc du modèle de prise en charge des addictions et de la réduction des risques en France. Donc, en France, déjà, avant de vous présenter les données, c'est quand même important de rappeler que la France à l'international, quand on parle de la France à l'international, on en parle souvent comme un pays un peu modèle en matière de réduction des risques. Aujourd'hui, même si on a eu beaucoup de retard en France dans les années 80 par rapport à la mise en place de cette politique de réduction des risques, mais aujourd'hui on est souvent présenté comme un modèle parce qu'on a une très grande accessibilité aux traitements de substitution aux opiacés, qui sont la méthadone et la buprenorphine. On a le niveau de traitement de substitution aux opiacés qui est le plus élevé au monde.
On estime qu'environ 85% des personnes qui injectent des drogues et qui fréquentent les centres de réduction des risques et les centres de prise en charge en France auraient accès à ces traitements. À titre de comparaison, aux Pays-Bas, c'est 50%. Donc même quand on se compare avec des pays très précurseurs en matière de réduction des risques, on voit qu'en tout cas pour cette question des traitements de substitution aux opiacés, voilà, on peut être considéré en partie comme un modèle. Et puis un autre élément qui caractérise également la France, c'est le fait qu'on a des centres de réduction des risques sur l'ensemble du territoire qui sont pérennes, contrairement à d'autres pays, par exemple, comme les États-Unis, parce qu'en fait, ces centres sont financés grâce à des financements publics. Donc, je commence par présenter ces deux éléments qui sont très positifs sur le modèle français pour ensuite vous présenter des choses, par contre, qui montrent les limites et que la situation n'est pas si simple. Mais par contre, ce modèle de réduction des risques donc à la française, donc, il reste très biomédical, très centré sur l'accès aux médicaments et très peu centré sur la question des droits des usagers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la France possède dans le même temps une des législations les plus répressives d'Europe en matière d'usage de drogue. Donc l'usage de drogue en France est réglementé, régi par la loi du 31, d'ailleurs j'ai fait une erreur, 31 décembre 1970, qui introduit qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et donc cette loi du 31 décembre 1970, elle introduit un paradoxe puisqu'elle considère les personnes qui consomment des drogues à la fois comme des criminels et des délinquants, mais en même temps comme des patients toxicomanes, c'était le terme qui était utilisé à l'époque. Et donc, au niveau collectif, le fait que l'usage de drogue soit pénalisé est un véritable obstacle à la mise en place de dispositifs de réduction des risques, même si ces dispositifs sont financés. Certains sont largement présents sur le territoire, comme les centres de soins en alcoolologie et addictologie ou les centres d'accueil et de réduction des risques. Mais vous avez certains dispositifs de réduction des risques, comme les salles de consommation à moindre risque, qu'on appelle aujourd'hui halte soins addiction, qui ne peuvent plus se développer sur le territoire en raison de cette approche répressive de l'usage de drogue. Alors, il faut que je fasse comment? Ah, d'accord, ok. Oh là là. Merci. Alors, donc cette pénalisation, elle a également des conséquences au niveau individuel, puisque, comme on vient de le dire à l'instant, la pénalisation, elle renforce aussi la stigmatisation des personnes qui consomment des drogues. Et donc, le fait que les personnes qui consomment des drogues soient stigmatisées fait que ça a un impact négatif donc, sur leur accès aux soins et à l'inclusion sociale, puisque ces personnes vont avoir peur d'être arrêtées pour une partie d'entre elles, et arrêtées alors qu'elles ont sur elles du matériel d'injection, par exemple, ou des produits, et puis aussi parce qu'elles ne se sentent pas toujours légitimes pour être prises en charge. Et donc, en fait, on a beaucoup de recherches en santé publique qui ont été menées en France sur la question de l'impact de la réduction des risques. Mon équipe y a par ailleurs contribué. On a mis en place, par exemple, donc l'évaluation des salles d'injection à moindre risque en France. Et donc, on voit que malheureusement, même si les données chiffrées permettent d'avoir une base scientifique qui permettent de montrer qu'un certain nombre de dispositifs sont efficaces et qui nécessiteraient d'être mis en place, ce type de données ne suffit pas à convaincre les politiques. Et donc, l'évolution, en tout cas, des lois et la reconnaissance des droits sociaux, sanitaires et politiques des personnes qui consomment des drogues a du mal à être entendue quand elle n'est basée donc que sur des chiffres qui paraissent un peu abstrait pour les politiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec Médecins du Monde, il nous avait semblé intéressant de pouvoir documenter les impacts de la pénalisation de l'usage de drogue en France à partir d'une enquête sociologique qualitative pour réintroduire les expériences et les voix à la fois des personnes qui consomment des drogues, mais également des professionnels qui les prennent en charge. Alors, en termes de méthode, on a d'abord fait une revue de la littérature sur cette question-là, à la fois sur ce qui a été publié en France et sur ce qui a été publié à l'international. Et donc, on s'est appuyé sur
deux grands concepts dans le rapport qui va bientôt paraître. Un premier concept qui est le concept de l'environnement du risque, qui a été introduit par le sociologue Tim Rhodes et qui montre qu'en fait, parfois ce ne sont pas tant les drogues qui sont dangereuses que l'environnement, le contexte dans lequel les personnes vont les consommer. Et la prohibition, par exemple, fait partie d'un des éléments qui va rendre encore plus dangereux le fait de consommer des drogues et qui va encore plus exposer les personnes au risque. Et puis on a utilisé un deuxième cadre conceptuel qui a été introduit par un politiste américain qui s'appelle Scott Burris et qui fait une distinction entre la loi telle qu'elle existe dans les livres et la loi telle qu'elle existe en action. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur les questions de l'usage de drogue, même si la loi pénalise les usagers de manière importante, en action, elle ne va pas pénaliser tous les usagers de la même manière et donc il peut y avoir aussi des formes d'arbitraire. Donc on a également utilisé donc une méthode qualitative qui incluait à la fois des observations ethnographiques et des entretiens semi-directifs, également des focus group. Et donc ces observations et ces entretiens ont été menés dans 3 villes françaises, à Paris, à Marseille et à Lille. On a réalisé 22 entretiens auprès de personnes qui consomment des drogues, auprès de professionnels de réduction des risques, d'activistes et également auprès de policiers. Et on a également réalisé un focus group intégrant 8 personnes appartenant aux mêmes catégories, juste en fin de collecte de données. Alors maintenant, je vais vous présenter donc, très rapidement les résultats. Et donc, je m'appuie beaucoup sur donc des extraits d'entretien parce que l'idée dans ce travail, c'était vraiment de faire entendre la voix des personnes. Et donc, dans le rapport qui sera publié prochainement, vous aurez également encore plus d'extraits d'entretien et encore plus d'expériences qui seront restituées. Donc nous, ce qu'on a montré dans le rapport, tout d'abord, c'est que la loi française, elle est obsolète à partir donc c'est ce qui ressort dans l'ensemble des entretiens que nous avons menés, et même à partir des entretiens que nous avons menés avec les policiers. Et donc ça, c'est un élément important à souligner, hein, c'est que les policiers eux-mêmes ont une perte de sens dans leur travail par rapport à la question de la pénalisation. Alors, ils considèrent que leur travail a du sens concernant la lutte contre les trafics. Mais par contre, concernant la lutte contre les usagers, qui est de plus en plus importante en France aujourd'hui, hein, un rapport récent de l'OFDT a montré qu'entre 1970 et aujourd'hui, le nombre d'interpellations en lien avec l'usage de drogue, donc d'usagers, avait été multiplié par 40. Hein. Donc ça montre qu'on a une loi qui est centrée de plus en plus sur les usagers qui consomment, et pas tant que ça, en tout cas, sur la question et qui est peu efficace sur la question du trafic par ailleurs. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Donc, les données empiriques donc, ont montré dans notre recherche que la loi française donc, était à la fois obsolète et déconnectée des réalités. Donc, je lis là un extrait d'entretien d'un professionnel qui nous indique le cadre légal, il biaise complètement l'appréhension des consommations de substances psychoactives, parce qu'il y en a donc des substances qui sont interdites et il y en a qui ne sont pas interdites. Et donc, cela pourrait laisser supposer qu'il y en a qui sont plus dangereux que d'autres. C'est-à-dire que le fait d'interdire pourrait laisser supposer que certaines sont plus dangereuses. On dit toujours que ce n'est pas le produit en lui-même qui est le problème, c'est plutôt la façon dont on le consomme, c'est l'usage qui en est fait, si on est dans un usage dur ou dans un usage récréatif. Mais ce n'est pas le produit qui devient dur ou pas, c'est l'usage qu'on en fait. Et le cadre légal tel qu'il existe actuellement brouille complètement les choses. Donc, à travers cet extrait d'entretien, cela illustre parfaitement la question donc, de l'environnement du risque, et donc il montre par exemple que le cadre légal ou les rapports à l'usage, le contexte d'usage vont avoir un impact sur la dangerosité des produits eux-mêmes et l'exposition au risque. Et donc, tous les récits que nous avons collectés à partir des entretiens soulignent également que le traitement à la fois policier et judiciaire ne va pas cibler de manière équivalente l'ensemble des personnes, mais cible principalement à la fois les usagers qui vivent dans des conditions précaires et également ceux qui sont racisés. Alors, un autre élément que la recherche a mis en évidence,
c'est l'ambiguïté du statut de délinquant. Donc l'ambiguïté fondamentale donc, de la loi du 31 décembre 1970 que j'évoquais tout à l'heure réside donc dans la définition qu'elle produit de l'usager, qui est à la fois un malade, mais également un délinquant. Et donc, en le qualifiant à la fois de malade et de délinquant, la loi vient qualifier également l'usager à la fois comme une victime et un auteur du délit d'usage. Et donc, il y a toute une littérature française qui a été produite sur la question. Et en fait, cette loi, enfin, le fait que les usagers soient considérés également comme des délinquants, alors qu'on a en parallèle une loi qui l'institue comme un malade et donc qui a créé des centres de soins, des centres de réduction des risques, ça va dénoter en fait une incohérence dans la gestion des pratiques d'usage, puisque cette professionnelle d'une structure de réduction des risques nous dit: en France, on a le droit d'être en possession de matériel, donc par exemple de seringues, mais on n'a pas le droit de les utiliser. Et on voit que c'est vraiment une des tensions fondamentales à laquelle la France se trouve confrontée aujourd'hui. C'est vraiment cette torsion qu'il peut y avoir entre cette catégorie de malades et de délinquants, et qui a vraiment un impact aussi sur les pratiques des professionnels. J'y reviendrai juste après. L'enquête de terrain, elle a également relevé que les usagers et les professionnels étaient confrontés à des difficultés dans la prise en charge, puisque en fait, dans les récits que nous avons collectés, on a de nombreux professionnels qui nous ont fait part de la présence de la police aux abords des structures et de violences, cette structure de réduction des risques ou de soins, et de violences qui étaient également effectuées vis-à-vis des usagers dans les 3 villes. Et donc là, encore une fois, on a un professionnel qui tient des propos très révélateurs sur cette question-là et qui dit, de cette tension, c'est l'État qui paye le matériel de réduction des risques et finalement, c'est aussi les fonctionnaires de l'État qui le détruisent, donc ça n'a pas de sens. Alors, il y a un autre élément également qui est important en lien avec cette ambiguïté du statut de délinquant, c'est que le fait d'avoir dans le discours public en permanence des qualificatifs sur l'usage de drogue qui sont en lien avec la déviance sociale et le fait que les usagers soient traités comme des délinquants, ces 2 éléments ont un impact sur la prise en charge des usagers, puisque les usagers renvoyés en permanence à des images négatives d'eux-mêmes vont avoir tendance à avoir moins recours aux dispositifs existants et à se sentir moins légitimes que d'autres pour les fréquenter. Alors ça, c'était celle d'avant, oui, j'arrive pas à mettre dans le bon sens. Alors, et donc, ce statut de l'usager comme un délinquant a également un impact sur les pratiques professionnelles. Et donc là, qui est un élément très inquiétant qu'on a mis en évidence dans le rapport, c'est qu'en fait, on a une loi de santé publique qui a inscrit la réduction des risques dans la loi de santé en 2004, mais on a une politique qui est fragile en raison de la pénalisation des drogues et du statut paradoxal de la réduction des risques dans un contexte de prohibition, ce que je viens de montrer. Et en fait, ce que notre recherche a montré, et on ne s'y attendait pas du tout, c'est que l'accès aux seringues est parfois difficile, même dans les grandes villes. Et donc, on savait qu'il y avait des difficultés d'accès aux soins, en particulier dans les zones rurales, avec le problème de la question de l'anonymat, d'usagers qui avaient des difficultés à se rendre dans des pharmacies où ils pouvaient connaître le pharmacien. Mais ce que l'enquête a montré dans les 3 villes dans lesquelles nous avons mené cette enquête, c'est qu'en fait, on a de nouvelles générations de professionnels qui ont été de pharmaciens, par exemple, qui ont été moins impactés que la génération de professionnels précédente qui est en train de partir à la retraite, qui ont été impactés par l'hécatombe de l'épidémie de VIH dans les années 80-90, qui sont moins militants et donc qui sont beaucoup plus influencés et beaucoup plus sensibles à ce discours très répressif, très prohibitionniste sur l'usage de drogue. Et donc là, on a
une professionnelle de réduction des risques, donc on a rencontré à Marseille, et qui nous indique voilà, qu'avec ces nouvelles générations qui arrivent, des anciens qui partent à la retraite, et donc des nouveaux qui ne souhaitent pas du tout, et donc elle dit, je vais le dire de manière assez brutale, elle ne souhaite pas voir un tox, je reprends ces termes, dans la pharmacie. Des pharmaciens qui tiennent des propos virulents. Certaines pharmacies qui encore pouvaient vendre à petit prix refusent de vendre de plus en plus. Et cette personne donc, nous dit, un autre professionnel était là également, qu'ils ont été très étonnés eux-mêmes de voir que dans une ville comme Marseille, il y avait des pharmacies qui refusaient de délivrer des seringues. Et donc cette stigmatisation des personnes qui consomment des drogues, donc elle joue un rôle délétère dans l'accès aux soins et à la prévention, puisque donc, un autre professionnel nous dit, au-delà de cette question générationnelle, à mon avis, il y a un refus qui vient de cette figure du toxico-injecteur aujourd'hui et qui fait peur dans les pharmacies. Ok, merci. J'ai presque fini, mais encore faut-il que j'arrive à... Alors, toujours sur cette question donc, de l'accès aux seringues, qui est difficile, les usagers que nous avons rencontrés nous ont également fait part des difficultés qu'ils rencontraient. Et là, ce qu'ils ont surtout dénoncé, c'est les pratiques abusives concernant les fréquentes des kits de type Steribox, qui est un moyen, aussi un autre moyen, pour certains pharmaciens, certains professionnels de santé, de pouvoir éviter d'avoir des usagers qui fréquentent la pharmacie. Et donc là, c'est un usager qu'on a rencontré à Lille, et donc voilà, qui fait part du fait que parfois il ne peut pas s'acheter de Steribox parce que le prix qu'il avait prévu est beaucoup plus élevé, ne correspond pas à celui qui est pratiqué par le pharmacien, alors que cet usager nous dit, c'est écrit derrière la boîte, normalement ils n'ont pas le droit de le vendre à plus d'1 euro, et en fait, dans les faits, on voit qu'il y a le droit tel qu'il est écrit et le droit tel qu'il est pratiqué. Alors ces données qualitatives donc, que nous avons recueillies, elles confirment et elles confortent donc, des données quantitatives qui existent. Donc, dans le cadre d'une enquête que nous menons sur l'ensemble du territoire, on avait montré que 30% des personnes qui fréquentaient les centres de réduction des risques et de soins déclaraient avoir rencontré des difficultés à se procurer des seringues dans les 6 derniers mois. Et l'Observatoire européen des drogues a montré que la France était très en retard sur l'accès aux seringues, puisque le nombre de seringues qui est distribué en France ne couvre en fait que la moitié des besoins des usagers. Et donc, on sait également que la France est très en retard concernant la réduction des risques en milieu carcéral, puisqu'il n'y a pas d'accès aux seringues en prison. Alors, il me reste 2 diapositives. Je voulais terminer, avant de faire la conclusion, sur un extrait d'entretien qui me semble parfaitement illustrer voilà, l'ensemble des données qu'on a collectées dans cette recherche. C'est la question des paradoxes d'une réduction des risques en contexte de prohibition. Donc, ce professionnel nous dit « La criminalisation, ça éloigne les gens des dispositifs de soins, donc ça aggrave les risques. » Aujourd'hui, on a l'argumentaire pour démontrer que c'est sympa de donner des seringues aux injecteurs, de fabriquer des salles de consommation, d'expliquer comment baser la cocaïne sainement. Mais en vrai, je disais des fois, donc c'est le professionnel qui s'exprime, de façon un peu provocatrice, qu'on va finir en France par avoir les usagers de drogue les plus propres du monde, qui resteront des délinquants dans la loi, qui auront fait, eux, les usagers, la preuve du sens de leur responsabilité, de leur civisme, en ramenant les seringues, en ne les laissant pas traîner. On leur demande aux usagers de faire des trucs comme ça, de faire du travail citoyen, de ne pas faire de bruit, de ne pas laisser traîner du matos, et en même temps, ils restent des délinquants. Et ça, donc la pénalisation, ça a des effets sur tout. Ça a des effets évidemment sur leur santé, ça a des effets sur leur statut de citoyen, ça a des effets sur le fait qu'il faut qu'ils trouvent des sommes hors de proportion avec ceux qu'ils gagnent pour acheter leur drogue. Donc ça les condamne à commettre des actes illégaux, même si ce ne sont pas tous des malfaiteurs avérés. Quand on est hors la loi pour un truc, donc là l'usage, on est un peu hors la loi pour tout. Donc en conclusion, dans l'autre sens, j'y arrive pas. Comment ça se fait? Ça veut plus marcher.
En conclusion, donc, notre recherche a mis en évidence donc, que la pénalisation des drogues donc, rend les vies des personnes qui consomment des drogues plus vulnérables face aux risques de santé et de stigmatisation. Il existe pourtant aujourd'hui donc des alternatives à la prohibition qui sont également soutenues par les organismes internationaux, mais peu par le gouvernement français. Donc il s'agit donc de la réduction des risques et de la décriminalisation de l'usage, qui a par exemple été mise en place au Portugal depuis 2002. Et des travaux de recherche dressent un bilan positif de ces modèles alternatifs à la prohibition, une amélioration de la santé des personnes qui s'explique par une plus faible stigmatisation, une meilleure intégration sociale et l'augmentation des moyens alloués aux services sociaux et de santé, proposés donc à la réduction des risques. Donc réintroduire la voix des personnes impactées par la pénalisation permet d'envisager la nécessité de ces nouveaux modèles de politique en matière de drogue qui soient plus ancrés dans des approches de justice sociale. Donc pour terminer, je voulais juste vous annoncer que dans le cadre d'une autre recherche qu'on a menée avec Médecins du Monde et qui a été financée par SIDAction, on vient de publier donc avec Marie Debru un article dans Déviance et Société sur le programme Early et donc qui aborde également ces questions de pénalisation. Donc voilà, moi je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui et de pouvoir donc présenter ces résultats et puis de voir que voilà, ces résultats donnent lieu à des coproductions entre la recherche et l'action. Et puis je voulais remercier donc toutes les personnes qui ont accepté de participer à la recherche et de partager leurs récits et expériences, les personnes de Médecins du Monde qui ont rendu cette recherche possible, et puis des collaboratrices de la recherche qui nous ont aidés dans la retranscription des entretiens et la codification des données. Donc merci. Merci beaucoup Marie pour cette présentation. Je vous rappelle que comme pour les sessions du matin, nous prendrons les quelques questions à la fin. Pour faire la suite, donc comment la loi parfois peut elle-même contraindre la santé des personnes, là qui a été illustré par l'exemple de l'usage des drogues. Là, nous allons passer à d'autres exemples, et notamment sur l'accès aux soins d'avortement. Pour l'illustrer sur une première partie, je vous présente donc Louisa Ben Abdelhafid, qui est actrice du secteur humanitaire, qui est experte en santé publique, qui est référente qualité des pratiques et responsable de l'unité suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage à Médecins du Monde Belgique, et qui est membre du conseil scientifique santé précarité en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles, et qui présente donc sa recherche sur l'accès à l'avortement des personnes migrantes sans papier au hub humanitaire de Médecins du Monde Belgique. Merci, merci beaucoup. Oui, comme ça oui. Merci. Donc, je vais vous présenter ce rapport qu'on a produit, mais surtout les conséquences qu'il a eues. Je vais essayer de ne pas être trop longue, donc n'hésitez pas à me couper. Avant tout, je vais quand même un peu vous expliquer la Belgique. C'est un autre pays, même si on est très proche, on est un peu loin. Médecins du Monde Belgique, on fait partie du réseau Médecins du Monde. On a plusieurs thématiques prioritaires d'intervention, et les deux dont on va parler ici aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à la migration, au droit et à la santé, et puis tout ce qui touche à la santé sexuelle et reproductive. Et on va aussi parler un petit peu de violence basée sur le genre. Une petite carte de la Belgique pour ceux qui ne l'auraient pas reconnue et qui montre notre empreinte territoriale. On est présent sur l'ensemble des régions linguistique de notre territoire. Alors, un petit point sur la question de l'accès à la santé. En Belgique, on n'a pas l'équivalent de vos passes, pas encore, on espère un jour. Par contre, on a ce qu'on appelle une AMU, on en parle beaucoup chez nous. C'est donc un accès médical urgent, c'est un papier qui donne accès aux personnes sans papier à des soins de santé. Alors, pas tous les soins de santé, uniquement les soins de santé dits urgents, mais la loi ne définit pas ce que veut dire urgent. Il y a 4 conditions d'accès qui sont importantes, qui est le fait de ne pas avoir de titre de séjour régulier en Belgique, ça coule de source. Le fait de séjourner sur un territoire du CPS, alors j'explique vraiment en 2 minutes, mais ça je pourrais faire 2 heures dessus. La Belgique, c'est 6 gouvernements, si jamais vous n'étiez pas au courant, dont une grande partie est liée à la territoire ou à la langue qu'on parle dans nos territoires, puisque nous en parlons 3. Les CPS, ce sont nos centres de prévention et d'action sociale qui, en fait, délivrent l'ensemble des biens sociaux que peuvent avoir les gens d'aide sociale. Donc, ça va être des questions d'alimentation, ça va être des questions d'aide pour le logement, et donc ils sont aussi en charge de tout ce qui est aide médicale urgente. Ce qui est important à savoir, c'est que la présidence de ces CPS est élue politiquement. Donc, les CPS, dans les territoires,
territoire. Donc les territoires qui ont la taille d'une commune ou d'une mairie ont tous une couleur politique et donc en fonction de leur couleur politique, ils vont appliquer la loi de façon très très différente. Ces personnes doivent avoir des problèmes d'accès financier et puis ils doivent avoir un besoin de santé qui doit être attesté par un médecin. Le tout est complété par une enquête sociale. Donc en vrai, ils sont censés avoir accès. Dans les études qui sont menées, on voit qu'il y a environ 10 à 20% qui pourraient avoir accès, qui effectivement ont accès à l'AMU. Donc c'est très très défaillant. Il y a énormément de problèmes de délai, on va revenir dessus. Il y a une opacité sur les processus puisque la loi ne définit que ces 4 critères sans mettre plus de définition derrière. Et puis ce principe de territorialité est très difficile à appliquer pour les personnes sans domicile fixe puisque ça dépend de la rue dans laquelle vous avez décidé de poser votre carton pour dormir. Donc vous devez bien réfléchir. Mauvais sens. Alors, un dernier petit point sur la Belgique, promis, après je passe à l'étude. La Belgique est un royaume, si vous n'étiez pas au courant. Notre roi est catholique, ce qui veut dire que quand on a dû passer la loi sur l'avortement, ça a été très compliqué. En 1991, il a fallu que le roi abdique pendant 24 heures pour nous permettre de mettre en place la loi, ce qui veut dire que tous les changements de la loi sont très compliqués et très politisés. On a encore la troisième force du pays est catholique, donc clairement on est une société un peu différente de la France sur ce point-là. Pour ceux qui ne savent pas, et de façon générale pour comprendre la suite de ma présentation, l'IVG est légal en Belgique jusqu'à la 14e semaine d'aménorrhée. Il y a 6 jours de délai de réflexion et il y a plusieurs clauses qui ont été mises en place. La loi a été révisée en 2018, donc on a pu enlever la clause de conscience, mais il reste un délai de réflexion qui est très problématique. Et c'est possible pour nous dans les milieux hospitaliers et dans les centres extra-hospitaliers qui sont des plannings familiaux. Donc ce n'est pas possible au cabinet du généraliste, contrairement à la France, si je me souviens bien. On a environ 500 femmes, c'est des chiffres estimés selon les études, qui chaque année se rendent dans les Pays-Bas pour effectuer des IVG, ce qui est assez marquant pour un pays comme la Belgique. Toujours le mauvais sens. Alors, oui. Ah oui, pardon. Oui, je parle très vite, c'est vrai. Désolée, j'oublie tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe en Belgique et pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire un rapport? Il y a une grande crise du non-accueil, j'ai envie de dire, qui prend en cours, qui a commencé en 2015, mais surtout en 2017, où les instances, ce qu'on appelle les instances fédérales, donc l'équivalent de votre gouvernement national, ont décidé de rendre très compliqué le fait de déposer une demande d'aide ou de protection internationale. On a donc vu apparaître un camp sauvage, c'est la photo du milieu que vous voyez, au milieu des gratte-ciel bruxellois. Médecins du Monde a donc d'abord agi comme acteur d'urgence et donc on a commencé à donner des soins de santé publique. Puis la crise s'est enlisée, 2017, 2018, et donc on a dû bouger vers des bâtiments plus pérennes parce que les tentes, il ne fait pas très chaud. Et donc on a vu apparaître le projet du hub humanitaire qui est toujours en cours aujourd'hui, donc on n'a toujours pas trouvé de solution structurelle en Belgique à ça. On avait un énorme problème, c'est qu'on avait très peu de femmes, on avait moins de 5%, puis quand on s'est stabilisé aux alentours de 5% de femmes qui consultaient, on avait beaucoup de situations très très complexes, avec des grossesses, avec des situations de violence, et on avait du mal à être réactif de façon correcte sur la question. On a du coup développé une approche opérationnelle plutôt démédicalisée avec des consultations de sages-femmes sans acte de soins où le seul but était de libérer la parole et puis de donner du matériel pour les règles. On a évalué ce processus et puis ça nous a permis en 2021, le dernier chiffre qu'on a c'est 16% de femmes, donc ça a plutôt bien marché. Donc quand on a mis ça en place, on a en 2018 assez rapidement fait une première analyse des données de routine. Parce qu'on aime bien ça chez Médecins du Monde Belgique, c'est de voir un petit peu ce qu'on fait et ça nous a permis de voir qu'effectivement ça marchait bien. On est passé de 5 à 10%. Ça nous a aussi permis de rendre compte d'un énorme problème sur l'IVG qui a été la thématique qui nous a suivi tout le long de ce processus de recherche et de ce processus de plaidoyer. Donc qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'on avait pas mal de demandes d'IVG chez des femmes assez jeunes et que ces demandes d'IVG étaient toujours compliquées. Le terrain remontait qu'à chaque fois c'était le parcours du combattant pour plein de raisons. On a pu voir qu'il y avait énormément d'éléments de violence aussi qui étaient quasiment systématiques dans les cas d'IVG. Ça, c'est un poster qu'on a présenté à un premier congrès et c'est de là qu'est partie la suite de notre réflexion. On a poursuivi l'analyse de routine sur une année entière, en deuxième, et donc c'est là qu'on a fait un rapport qui est disponible si vous voulez l'ensemble des données. On a choisi 3 thèmes. Ici, je vais juste présenter tout ce qui touche à l'IVG, mais on avait aussi parlé de ce qu'on a discuté ce matin, c'était le suivi tardif pour les grossesses qui allaient jusqu'à leur terme, et puis toutes les questions et les enjeux de contraception. L'idée, c'était d'abord de fournir des éléments de réflexion pour le terrain, puisque c'était une question qui venait de nos équipes opérationnelles. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces IVG, pourquoi ça se passe toujours mal et comment est-ce qu'on peut mieux réagir.
On a voulu aussi offrir des clés de réflexion pour l'ensemble du secteur, parce qu'on savait que c'était quelque chose sur lequel les autres acteurs de l'IVG étaient aussi confrontés. Et puis, on a voulu quand même témoigner un peu des réalités de nos patientes. Alors, au niveau méthodologique, on avait fait une revue de la littérature qui n'a pas donné grand-chose. On est ensuite parti sur plutôt de la méthodologie quantitative de l'analyse de nos données de routine qu'on a complétée par une méthodologie qualitative d'observation participante. Ce n'était pas possible de faire des focus group parce que nos patientes, et de fait de la position de la Belgique, étaient très très peu sur le territoire. En fait, c'est un chemin de migration assez connu, puisqu'elles montent ensuite dans les camions pour aller en Angleterre. Donc nos patientes, on les voit des fois une fois, des fois 4 fois, mais on ne sait jamais très bien. Et c'est le temps que la réflexion se pose aussi sur le chemin de migration. On a très très peu de possibilités de suivi. Donc du coup, on a plutôt opté pour une observation participante en consultation de sage-femme par des sages-femmes et infirmières chercheuses dont je faisais partie. Ensuite, on a eu plusieurs séances de mise en commun avec les professionnels de santé et de triangulation des données. C'est le mieux qu'on a pu faire. Ce n'est pas idéal comme démarche qualitative, mais c'est ce que nous a permis le terrain dans lequel on travaillait. Je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce qu'il y en a énormément, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, on a eu sur les 2 projets principaux, le Hub et le CASO qu'on a, qui est un projet de seconde ligne très proche de votre CASO à vous aussi. Donc 144 femmes et 19 au CASO, donc environ 163 femmes. Je dis toujours femmes parce qu'il n'y a eu que des femmes, on n'a pas eu de personnes transgenres dans notre public sur cette période-là. Peut-être juste je reviens, essentiellement sur le hub des personnes érythréennes qui correspondaient à la vague de migration à ce moment-là. C'est un tout petit peu moins le cas maintenant parce qu'on a aussi pas mal de personnes du Soudan et d'Éthiopie, mais ça reste en tout cas la même sous-région. C'est des personnes plutôt jeunes et essentiellement en situation d'irrégularité, et aucune d'entre elles n'avait de prise en charge effective. Donc on voit au niveau de l'âge, on est vraiment sur des personnes qui ont en moyenne 22 ans, hein, donc c'est très souvent des premières grossesses. Ça va beaucoup jouer ça par rapport aux recommandations qu'on a formulées et par rapport aux décisions politiques qui ont suivi. Parmi les 28 jeunes femmes qui nous ont demandé une IVG lors du temps de l'étude, on en avait 3 qui étaient en délai dépassé par rapport à la loi belge. Et sur ces 3, il faut savoir qu'il y en a 2 qui étaient en Belgique déjà depuis 1 mois, donc qui auraient pu avoir recours à une IVG dans des conditions légales si si on avait une meilleure détection, ou en tout cas un meilleur travail sur l'accessibilité de l'IVG. Et il y en a environ 8 qui ont déclaré avoir subi un viol, dont 5 qui auraient provoqué la grossesse. Donc on a un gros problème de violence. L'observation participante nous a relevé 3 éléments importants. Le retard de recours à l'IVG, il peut s'expliquer par 3 grands points. C'est le fait que c'est pas très connu, que l'IVG est légale et gratuite normalement, qu'il y a une croyance très très forte par rapport aux impacts sur la santé de l'IVG, et qu'il y a un temps beaucoup plus long pour les patientes qui ont subi un trauma dont la grossesse serait issue d'un viol pour venir demander de l'aide, ce qui est assez facile à imaginer. D'autres difficultés, c'est qu'il y a c'est toujours compliqué par rapport à l'utilisation de la contraception. Donc tous les cadres de demande d'IVG dans une relation où la personne était en couple stable et avait une contraception, ce qu'on a le plus souvent relevé, c'est que la contraception prioritairement donnée en Belgique, en France, c'est la pilule, et ça ne correspond pas à la réalité migratoire de la plupart des femmes qui n'ont pas une possibilité de prendre leur pilule à heure fixe. Et on a encore, en tout cas en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, mais très peu l'habitude de proposer les injections. Or, c'est généralement ce qui correspond le mieux à leurs besoins à l'instant T. Donc, ça demande aux professionnels de santé aussi de repenser sa vision, en tout cas, de la contraception idéale. Et alors, il y a aussi eu pas mal de cas, on l'a vu dans la suite, par rapport au chemin sur l'Angleterre. L'IVG en Belgique, comme il y a 6 jours de délai de réflexion, on la programme, puis les gens doivent revenir, et puis les personnes ont leur IVG. Entre-temps, elles essayent de passer en Angleterre, donc on a aussi eu des femmes qui on a perdu de vue parce qu'elles étaient sur leur chemin de migration. Il y en a qui préfèrent pas prendre l'engagement en disant, moi, la priorité maintenant, là, c'est l'Angleterre, et puis je verrai ça après. Et puis alors il y a une grande zone grise, immense zone grise, c'est tout ce qui touche le viol perpétré par le conjoint ou le protecteur, qui est très rarement identifié comme étant du viol. C'est pour ça que ici on parle de viol déclaré ou détecté par la sage-femme, puisque nous on a décidé que quand la personne nous parlait de rapport forcé avec son conjoint, même si elle n'utilisait pas le mot viol, qu'on le renseignait comme un viol. Mais donc du coup on prend cette précaution-là, ça se discute, mais en tout cas c'est notre choix. Alors pour rapidement, il y a bien sûr des limites. Vous voyez, les chiffres sont tout petits parce qu'on parle de toute petite population, mais ça ne veut pas dire que les situations ne sont pas graves. Il y a quand même
des femmes qui auraient pu avoir recours à une IVG si notre loi belge était plus intelligente, j'ai envie de dire. Je vais revenir sur les limites et ce que ça aura impliqué. Il y a évidemment, c'est une population qui est excessivement traumatisée, qui a besoin d'une prise en charge qui est particulière et qui est adaptée. Et il y a toute la question du dépôt de plainte. À nouveau, en Belgique, c'est très compliqué si vous êtes en situation d'irrégularité de poser une plainte, puisque il y a tout à fait, enfin, le risque est réel qu'à côté de ça, vous soyez vous-même poursuivi parce que vous êtes irrégulier. Donc on ne peut pas garantir à la personne qui a été victime d'un viol et qui souhaite porter plainte qu'elle ne sera pas par la suite arrêtée pour des raisons administratives, ce qui empêche d'encourager le recours à la plainte. Encore quelques points sur cette partie-là. Il y a aussi quand même pas mal de choses qui sont liées à la situation de migration qui sont communes aux 3 thématiques, notamment les problèmes de barrières administratives et d'accès effectif aux soins, qui va augmenter la surexposition sur l'ensemble des 3 thématiques. Et on est clairement dans une situation où l'intersectionnalité est très importante et va beaucoup jouer dans le retard de soins. Alors dans le rapport, on a proposé des boîtes à outils parce qu'on n'a pas eu la possibilité de faire 2 publications différentes. Donc on a fait une publication scientifique qui incluait déjà des recommandations pratiques. Ici, vous voyez un outil qu'on a développé dans la suite, parce qu'on a charité bien ordonnée, commence par soi-même. On a nous-mêmes développé donc, des outils qui permettaient de sensibiliser aux questions de grossesse et d'IVG, qui étaient plus faciles à utiliser dans des contextes où la langue véhiculaire était ni le français ni l'anglais. Donc là, vous voyez un outil Hello Sister, par exemple, qui présente l'ensemble des cas. On a un outil qui présente aussi par fiche chaque étape que va subir un IVG avec des dessins et des choses comme ça. Tout ça est se retrouver sur notre site internet si vous en avez besoin. Donc on a vraiment essayé d'encourager le secteur à travailler sur la souplesse. Ça, c'était vraiment les recommandations qui étaient destinées au secteur. Donc ça, c'est notre rapport. Il est disponible en ligne et vous pouvez demander des versions papier, évidemment. À la suite de ce rapport, en juin 2022, on a décidé de faire écrire une note politique d'accès sur la MU. Donc, comme vous voyez, il y a des problèmes qui sont vraiment structurels, qui sont liés à la possibilité qu'ont les femmes d'avoir recours à un droit. Donc on a décidé de refaire une note rien que sur ça, qui reprenait les principaux obstacles. Et donc ça, si c'est un truc que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ça. Donc là, vous avez la ligne du temps d'une IVG en Belgique, d'une demande d'AMU en Belgique, et donc il suffit de calculer et de voir le temps qu'il faut pour pouvoir avoir une IVG en temps. En fait, le parcours maximum d'accès à l'AMU, il prend 70 jours, 70 jours. La 14e semaine d'aménorrhée pour les non-sages-femmes ou les non-bons calculateurs, c'est 84 jours, ce qui vous laisse 14 jours pour vous rendre compte que vous êtes enceinte. Prendre une décision et trouver un endroit où on va faire une IVG, c'est impossible. On parle de gens qui ont 22 ans, qui ne parlent pas français, dont c'est la première grossesse et qui ont une fois sur 2 subi un viol. À un moment, il faut être réaliste. L'application de la loi est juste impossible. Et donc là, pour nous, on était vraiment dans un cas flagrant où il y a une torsion entre ce que la loi dit et ce que les CPS appliquent, parce que ça, c'est un choix que font les CPS, en fait. Donc c'est un choix à un moment d'un président de CPS, en fonction d'une couleur politique, d'appliquer ou pas les délais maximums pour l'obtention d'un droit à l'IVG. Donc pour nous, c'était vraiment super important. Il y a plusieurs leviers qui peuvent être mis en place. Il y a eu du travail qui peut être fait au cas par cas avec chaque CPS. Mais bon, ça fait tous les territoires de Belgique. C'est énorme comme quantité de communes, de mairies avec lesquelles on doit négocier pour qu'elles appliquent correctement le droit. Donc nous, on a décidé d'appliquer cette note, de plutôt la diffuser. Alors on a eu une très très bonne diffusion scientifique. On a été repris dans plusieurs articles. On a nous-mêmes publié. On a eu une première interpellation par une députée francophone, donc dans l'équivalent de notre Sénat. Puis ensuite, cette note, elle a été co-signée par 50 acteurs. On a eu une bonne diffusion médiatique et on a eu des rencontres politiques. Qu'est-ce que ça nous a donné? Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'avoir une concertation au cas par cas par les CPS les plus touchés, qui nous permet, les CPS et les centres de promotion et d'action sociale, donc c'est ces centres qui donnent l'ensemble des choses d'aide sociale. C'est aussi eux qui gèrent les logements sociaux, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc ça va... Donc, opérationnellement, ça s'est amélioré avec tous les centres avec lesquels on est en contact au quotidien. On voit qu'il y a de l'amélioration, mais le problème c'est qu'on n'est pas dans toutes les communes de Belgique, donc c'est pas idéal. Ça a aussi marché en Wallonie, ça on ne s'attendait pas trop parce que notre étude elle était beaucoup sur Bruxelles, mais la Wallonie s'est réveillée, donc la partie francophone du pays, et a pris acte aussi de ce qu'on disait. Et là la grande réussite qu'on a eue, c'est qu'il y a une grande négociation en ce moment autour de la question de la loi d'accès à l'IVG. Les ministères et l'ensemble du
gouvernement belge a demandé une note d'expert et la note d'expert a repris l'ensemble de nos recommandations. Donc on a des bonnes chances que maintenant que ça passe dans la loi, puisque la note d'expert va être appliquée dans la loi belge. Donc pour nous, c'est une réussite. Vous avez vu, ça a pris de 2017 à 2023. Mais au final, avec un rapport qui, somme toute, n'est pas un rapport très détaillé. C'est un rapport d'épidémiologie assez basique, mais a suivi des bonnes notes politiques et de beaucoup de tapage autour. On est revenu 100 fois ce rapport. C'est la 200e fois que je crois que je le présente. Donc on a vraiment expliqué de nombreuses fois qu'en fait ce délai était juste pas possible. Juste pas possible. On obtient quand même au final une victoire politique. On est plutôt content. On attend maintenant que ça soit traduit réellement, mais c'est déjà incroyable que ça ait pu vivre. Et voilà. Et je remercie toutes mes collègues. Merci beaucoup, Louisa. Nous allons rester sur toute cette problématique d'accès à l'IVG. Avant de commencer la prochaine intervention que l'on débutera par une petite vidéo, je vous présente donc notre dernier intervenant, qui est Francis Aquindès, qui est sociologue et professeur et président du conseil scientifique de l'université Alassane Ouattara et qui est directeur des programmes de la chaire UNESCO de bioéthique. Donc avant de vous donner la parole, nous allons prendre quelques minutes pour diffuser la vidéo et ensuite vous pourrez prendre la parole. Merci. Une jeune fille qui a contracté une grossesse, tellement qu'elle est désemparée, en fait, elle prend des idées de partout, c'est-à-dire tout ce qu'on lui dit, tellement elle a besoin de quelque chose, en fait, pour faire passer sa grossesse. Si on lui dit aujourd'hui qu'il faut prendre telle racine, il faut prendre telle chose, mais si on lui dit qu'il faut aller boire goudron, là, elle va prendre pour aller boire. Donc, c'est quelque chose qui est tellement en cachette que les jeunes filles prennent des risques. Quand tu prends une grossesse, à la maison de ton père, on te réunit. On te met dehors. En tout cas, c'était pas facile. C'était soit moi ou l'enfant. Bon, c'est mieux ainsi. Je suis encore jeune. Le jour où j'ai les moyens, où je me marie, je pourrais encore faire des enfants. C'est qu'on me donne des plateaux techniques en Berry de n'importe quelle manière, avec tout ce qu'il veut à côté, la loi autorisée. Moi, je ne vais jamais le faire. Fermer une structure, ça vaut mieux que d'accepter et puis envoyer des gens là-bas. Et puis moi-même, je vais directement à l'enfer. Mon papa a dit, si je cherche ce garçon, que je tombe enceinte, il va mettre la personne en prison. Quand la petite, elle vient vers toi, la maman, pour te dire que ah, je suis enceinte, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de la conseiller, de la mettre sur la bonne voie. On n'est pas dans l'émotion, dans la volonté, non. On est en train de dire que quand une femme a besoin, il faut pouvoir lui porter assistance. C'est vrai que la religion interdit cela, mais un enfant qui va venir dans la pauvreté, qui va venir dans la souffrance, je me demande même ce qu'il va devenir. On ne peut pas parler de quelque chose qui concerne les jeunes. Et puis on a le ministre de temps, le président de temps, tel chef religieux, mais on n'a même pas la présence des jeunes. On ne peut pas prendre des décisions à la place de quelqu'un. S'il y a une délégation de jeunes, eux, ils peuvent expliquer les réalités auxquelles ils font face. Et puis en fonction de ça, les jeunes, les parents, les adultes, vont analyser ça pour prendre des décisions. Mais on ne peut pas prendre une décision concernant les jeunes sans les jeunes. Ce n'est pas possible en fait. Donc il faut que, quand ils vont parler de nous, il faut qu'on soit là. D'accord. Il y a des mots introductifs ou je commence directement? Allez-y, c'est à vous, Francis Aquindès. Je vous donne la parole. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors,
merci pour cette invitation à participer à ce séminaire. Et je trouve bien ma place dans ce séminaire parce que le film que vous venez de voir son scénario a été construit à partir des résultats de travaux de recherche qui ont été demandés par Rebecca Monde, avec lequel nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler en 2018-2019 sur cette question. Alors, quel était le contexte dans lequel la décision de cette étude a été prise? Bon, bien sûr, en Côte d'Ivoire, où le taux de grossesse non désirée reste encore très, très élevé. Et au niveau national, une grossesse sur 4 n'est pas planifiée. Et en 2012, des enquêtes relatives à la santé sexuelle et génésique avaient déjà montré que 30% des jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans avaient déjà commencé leur vie féconde, dont 23% étaient déjà mères. Voilà. Alors, dans le même temps, l'article 366 du Code pénal ivoirien de 81 n'autorise l'avortement que pour une nécessité de sauvegarder la vie de la mère gravement menacée. Alors, compte tenu de son caractère totalement illégal, il existe donc très peu de chiffres sur l'avortement en Côte d'Ivoire, de façon générale. Cependant, l'avortement clandestin, il y a une pratique répandue avec une prévalence de 42,5%, selon des études d'épidémiologistes, alors que les complications des avortements sont estimées à 55,2% en 2012 et étaient également responsables d'environ 15% des décès maternels. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène de santé publique. Aussi, la littérature sur l'avortement en Côte d'Ivoire révèle encore une forte stigmatisation de sa pratique, malgré l'ampleur du phénomène. Alors, dans un tel phénomène, le plaidoyer en faveur du principe de sécurisation des avortements fait face à de nombreux défis, dont les normes socioculturelles et religieuses. Alors, c'était pour mieux renseigner les politiques de santé publique relatives à la santé et à la reproduction que MDM avait estimé qu'il fallait une meilleure connaissance des données de contexte, et donc ce qui a justifié, entre autres, cette étude socio-anthropologique. Il y avait des études épidémiologiques qui avaient été faites à côté. Alors, l'idée, dans le cas de cette étude anthropologique, était d'essayer de comprendre les pratiques d'avortement clandestin avec un focus sur la pratique de l'avortement médicamenteux. Identifier les acteurs impliqués dans la trajectoire d'avortement, analyser les itinéraires d'accès aux services d'avortement, analyser les pratiques des professionnels de santé autour des soins post-avortement et les discours professionnels et des professionnels également autour de l'avortement, analyser les conséquences des avortements pour les femmes y ayant recours, et puis comprendre également l'écart qu'il y avait entre la réalité des pratiques d'avortement clandestin et le dispositif institutionnel qui était en place. Alors, les études anthropologiques ont donné des résultats assez intéressants. D'abord, sur l'analyse de la demande sociale de l'avortement. Les données de contexte socio-sanitaire ont permis de renseigner cet aspect essentiel pour comprendre ce que c'était que la spécificité du marché de l'avortement. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure que nous avons travaillé dans 2 localités où MDM avait une longue expérience de terrain, c'est-à-dire dans l'ouest ivoirien, plus précisément à Méagui et à Soubré. Alors, quelles étaient ces données de contexte? C'est d'abord la disponibilité d'offres de services d'avortement clandestins. Alors, si par exemple à Méagui, l'insuffisance de l'offre de soins a pu constituer une opportunité d'installation et de développement pour des structures et des mécanismes d'offre de soins alternatifs, mais restés informels, à Soubré, par exemple, la forte présence de médicaments d'origine chinoise, appelés localement médicaments chinois, et de plantes médicinales, notamment abortives, ont contribué vraiment
a structuré une trame d'offres de services d'avortement clandestin particulièrement remarquable, facilitant l'accès aux services d'avortement pour les femmes en demande. Alors, dans de tels contextes, 3 enseignements majeurs sont ressortis de l'analyse de la demande d'avortement clandestin. Le premier enseignement, c'est que les femmes demandeuses d'avortement sont en majorité jeunes, élèves, célibataires pour la plupart du temps. Les grossesses non désirées interviennent chez ces femmes dans un contexte de vulnérabilité du fait de leur dépendance socio-économique, mais aussi de la non-maîtrise de la contraception et de l'usage approximatif du préservatif, parce que, à portée de main, à disposition et dans la proximité immédiate, il y avait des possibilités de recourir à l'avortement clandestin. Donc, on prenait quelques libertés, les filles prenaient quelques libertés avec les contraceptifs. Donc, l'accident des grossesses appelle par conséquent une demande d'avortement de plus en plus forte. Le deuxième enseignement est, en l'absence de moyens d'accès à la prévention, l'interruption volontaire de grossesse, malgré son interdiction par la loi, est de plus en plus utilisée dans ces localités comme un mode de régulation de la fécondité. Voilà, on utilise l'avortement comme mode de fécondation de la fécondité. Ce constat est à mettre justement en relation avec la disponibilité de l'offre de services d'avortement clandestin, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, à raison des facilités d'accès aux produits abortifs chinois et aux produits médicamenteux, surtout aux produits chinois. Alors, la conjugaison de ces 2 facteurs a contribué à une prise de liberté vraiment sexuelle très précoce, parce que c'est revenu très massivement dans les enquêtes, et à un usage vraiment laxiste des moyens contraceptifs, malgré les efforts consentis pour améliorer les connaissances en santé sexuelle et reproductive des jeunes dans ces localités. Le troisième enseignement était que ce n'est pas que l'accès à l'interruption volontaire de grossesse soit limité, qu'il y a moins d'avortements, mais que le nombre d'avortements diminue. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on essaie de limiter l'interruption volontaire de grossesse que les avortements diminuent. L'interdiction de l'avortement a créé de fait un marché totalement informel d'interruption volontaire de grossesse avec tous les risques sanitaires que cela peut comporter pour les usagers de ces services. Alors, les raisons qui conduisent à la pratique de l'avortement clandestin sont diverses. Alors, dans un contexte de difficulté d'accès à la contraception, elles vont de l'accès facile aux services d'avortement clandestin, comme nous le disions tantôt, à l'incapacité à assumer la parentalité pour diverses raisons, en passant par la peur de la honte et du déshonneur. Alors, le quatrième enseignement se rapproche un peu de ce qui a été observé également au Bénin, au Burkina et au Ghana. C'est la peur des parents. Le désir des jeunes, des adolescents de poursuivre leur scolarité malgré la grossesse, et la situation socio-économique des femmes qui, je le disais tantôt, qui était vraiment précaire. Donc, c'est ces facteurs qui ont été identifiés comme des facteurs majeurs qui contribuent à la décision d'avorter. Il en est de même aussi, que ce soit à Soubré ou à Méani, ça a été la même chose. Alors, l'étude révèle quand même que chez les jeunes et les adolescents à Soubré et à Méani, un facteur contextuel additionnel a bien pu concourir également au recours à l'avortement. C'est justement ce que j'appelle cette prise de liberté avec les moyens contraceptifs. C'est-à-dire, ces jeunes, ils ont l'information, mais ils décident de prendre le risque malgré cela, parce qu'à côté, dans l'environnement immédiat, eh bien, ils ont la possibilité de recourir aux médicaments chinois. Le marché est disponible, les filières existent et ne sont pas pour autant inquiétés. Alors, sur l'analyse de l'offre de services d'avortement, l'étude a révélé 2 enseignements. L'expérience, le premier enseignement, c'est que l'expérience d'avortement est individuelle et difficile à partager pour celles qui l'ont vécu. La découverte de la grossesse, la décision et la pratique d'avortement sont vécues en effet comme une souffrance tue.
au cours des interviews des femmes qui ont fait l'expérience de l'avortement, des interruptions de récits, de nombreuses vies, de la restitution du parcours de l'avortement, ou encore les difficultés à compter le récit, témoignent de la souffrance endurée par ces femmes qui ont vécu cette expérience. Alors, l'interdiction de l'avortement entraîne de fait l'absence d'espace légaux, d'échanges et de discussions avec les femmes quant à la conduite à tenir face à des situations inattendues comme celle-là. Alors, la gestion des expériences d'avortement reste totalement individuelle et confidentielle et se nourrit d'informations informelles collectées dans les réseaux tout aussi informels. Autant l'information sur la grossesse reste confinée dans les réseaux de confidence, au cœur desquels se retrouvent généralement les amis et l'auteur de la grossesse, autant la décision de l'avortement se connecte à un stock de savoir sur l'avortement circulant sur les marchés informels de vente de produits abortifs, eux-mêmes organisés en faisceau de systèmes de médiation entre les potentiels utilisateurs, les anciens clients et une frange du personnel médical. Alors, du coup, l'informalisation de l'avortement favorise la prise de risques sanitaires à travers l'usage des conseils qui circulent à travers ces réseaux. Vous voyez, tout ce qui implique le fait qu'on garde, qu'on contraigne l'avortement sécurisé, vraiment dans à la marge, vous voyez, ça développe, ça ouvre un vaste marché pour l'informel, lequel sur ce marché circulent beaucoup d'informations qui ne sont pas de nature à garantir la sécurité sexuelle, la santé sexuelle des femmes. Le deuxième enseignement en matière d'offre de services d'avortement est que l'interdiction de l'avortement a fait prospérer la pratique de l'avortement clandestin. C'est ça le paradoxe. Dans les deux localités, cette pratique a plutôt dominé par la méthode médicamenteuse chinoise. Le recours aux médicaments abortifs chinois se justifie dans le cas de Soubré et de Miyagi par la grande disponibilité des produits et aussi la confiance placée d'une part en l'efficacité du produit, les jeunes ils y croient, et d'autre part au statut et à la légitimité des acteurs intervenant dans le circuit. Alors, les modalités d'accès aux produits, prix modulés, possibilités d'achat, s'inscrivent le plus souvent dans un réseau toujours informel de clients-vendeurs négociant leur survie avec une dose de méfiance vis-à-vis des personnes non reconnues dans le circuit. C'est tout un circuit, tout un réseau organisé pour cela. Le troisième enseignement, c'est que le misoprostol, qui est une molécule plutôt rare dans les pharmacies locales, et parce que l'étude on avait voulu focaliser un peu sur l'étude sur l'approche médicamenteuse, mais on s'est rendu très vite compte que le misoprostol est une molécule plutôt rare dans les pharmacies locales. On a fait le tour des pharmacies. Alors, les enquêtes ont révélé que cette rareté est la conséquence logique d'un retrait progressif de ce produit du marché par le laboratoire Pfizer. Alors, il n'apparaît quasiment pas à Soubré et à Miyagi comme une solution pour avorter. Et il est plutôt fréquent le retour, justement, aux médicaments chinois. Alors, mais le retrait progressif du misoprostol s'est doublé d'une alerte qui a été lancée par le ministère de la Santé sur son usage détourné, qui crée des opportunités pour un meilleur ancrage des médicaments chinois qui dominent justement le marché de l'offre des services abortifs. Parce que le ministère de la Santé a prévenu, a sorti de services pour prévenir les médecins, les infirmiers et les sages-femmes de l'usage détourné que les agents du corps, enfin les agents de santé pouvaient faire du misoprostol. Comme quoi le misoprostol était une molécule non acceptée pour faire avorter, pour faire des avortements. Le quatrième enseignement, c'est que quelle que soit la méthode d'avortement choisie, l'offre de services d'avortement se fait toujours dans la discrétion et dans un cercle restreint. Alors, la communication autour des méthodes d'avortement dépend de la qualité des relations préexistantes entre les intermédiaires et les prestataires d'une part, les intermédiaires et les femmes en demande d'autre part.
Alors, ce réseau, c'est fondé sur l'expérience vécue, justement des proches et la supposée efficacité des produits abortifs. Cinquième et dernier enseignement par rapport à l'offre, c'est que l'informalisation contrainte de la pratique d'avortement constitue un risque majeur pour la santé des femmes, surtout lorsqu'elles doivent faire face à des complications de divers ordres après l'acte. Alors, qu'est-ce qu'on a pu constater sur quelles sont les modalités de gestion des complications? Alors, l'étude a permis de faire deux constats. Le premier constat, c'est que l'informalisation de la pratique d'avortement et les perceptions différenciées des complications qui y sont liées déterminent des choix d'itinéraire de gestion. Alors, on relève deux circuits de gestion des complications d'avortement. D'une part, les circuits de gestion informels et d'autre part, le recours aux structures de santé publique. Dans l'un ou l'autre circuit, les stratégies de gestion des complications d'avortement sont le résultat d'un arbitrage entre perception des complications, coûts, accessibilité et gains attendus. Alors, deuxième constat, le recours aux structures hospitalières comme modalité de gestion des complications d'avortement est totalement illustratif d'une ruse des femmes en demande pour légaliser la gestion de leur avortement, dont le processus de prise en charge a démarré dans l'informel. Ça a démarré dans l'informel, ça se complique dans l'informel, mais on va gérer la complication dans les structures de santé publiques. Bien informer des dispositions qui autorisent les services publics de santé à prendre en charge les complications post-avortement, et sur la base des fausses déclarations quant aux circonstances de la survenue de leurs états, elles s'orientent vers les établissements publics de santé pour gérer les complications des avortements pratiqués dans les circuits informels. Donc, elles rusent ainsi avec l'obligation professionnelle pour les agents des services publics de prendre en charge les cas de complications d'avortement en prodiguant des soins aux femmes dans le but de leur sauver la vie ou d'améliorer leur santé. Quand elles viennent dans les hôpitaux, les agents de santé savent très bien c'est parce que c'est un avortement qui a raté qu'elles se retrouvent là, mais dans les registres, le personnel de santé sait comment voiler ce forfait et pour mettre leurs soins dans le cadre de soins apportés à une femme qui se retrouve face à une situation de grossesse compliquée. Alors, sur la perception sociale des conséquences des avortements, alors l'analyse de la perception des conséquences de l'avortement a montré que le recours à l'avortement clandestin est différemment perçu par les femmes avant et après l'acte. Alors, si au départ, l'avortement est généralement perçu comme une solution radicale au problème, on ne nomme jamais l'avortement, on dit le problème que pose une grossesse non désirée, une forme de résilience ultime à un choc. Après l'acte, cette perception qui était salvatrice de l'avortement au départ se trouve relativisée par la suite pour faire place chez la plupart de ces femmes au regret d'avoir avorté et un sentiment profond de culpabilité doublé d'une conscience post-abortum des risques liés à un tel choix. Le problème devient, est-ce que je vais pouvoir faire un enfant un jour? Et généralement, elle gère toute seule ce type de problème. Alors, enfin, l'approche des dispositions institutionnelles relatives à l'avortement clandestin. Vu depuis Soubré et Meagui, la perception de la réglementation sur l'avortement révèle deux sentiments chez les différents acteurs. Premier sentiment, un déni aussi bien de la réalité que de l'ampleur du phénomène par l'État, d'une part, mais aussi une application plutôt sélective de la loi, d'autre part. Alors cette sélectivité, justement, dans l'application de la loi, repose sur ce qu'ils considèrent comme étant la pénalisation des conséquences de l'avortement clandestin que la pratique de l'avortement clandestin lui-même. En fait, en réalité, c'est comme si l'État disait aux agents, aux personnes qui pratiquaient l'avortement, faites-le, mais ne vous faites pas prendre. C'est interprété comme étant un laissez-faire stratégique de la part de l'État,
l'État ferme les yeux sur la pratique de l'avortement, mais est prêt à sanctionner si l'avortement provoque des conséquences avec les risques émotionnels que ça peut comporter. C'est une ambiguïté de la part de l'État. Deuxième enseignement, c'est que la perception de la pertinence de la réglementation sur l'avortement divise en deux catégories les prestataires de services de santé, avec d'un côté les pro-réglementation, et puis de l'autre les réformistes, et qui sont curieusement plus nombreux. Si les premiers perçoivent favorablement la sévérité de la réglementation au motif que son objectif est de protéger la santé des femmes, en ne les exposant pas aux risques liés aux avortements clandestins, les réformistes, quant à eux, estiment que la légalisation de la pratique de l'avortement, sous certaines conditions, permettrait de faciliter l'accès des femmes à des services plus sécurisés, en réduisant le fait de recours à l'informel, ainsi que les risques que cela comporte. Le troisième enseignement, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a ratifié le protocole de Maputo depuis 2003, mais ne s'est senti nullement obligé jusque-là d'en appliquer certaines dispositions relatives à l'avortement. Mais cependant, un amendement a été apporté à la loi en 2019 par rapport au cas des viols. Mais elle reste toujours rigide sur le principe de permettre aux femmes de décider de l'usage de leur corps en situation de grossesse non désirée. L'enjeu ici, c'est de laisser la femme gérer son corps. Voilà. L'analyse du discours des représentants de l'État que nous avons rencontrés dans le cadre de cette étude chargée des politiques publiques de santé sexuelle et reproductive a montré comment le principe de la souveraineté est convoqué immédiatement pour justifier la non-mise en application du protocole dûment ratifié. Quatrième et dernier enseignement, autour de la question de l'enseignement, des dynamiques complètement contradictoires sont observées au sein des acteurs non étatiques, dont certains tentent discrètement d'influencer la réglementation dans un sens comme dans un autre. Alors, si des initiatives éparses en faveur de l'octroi du droit à chaque femme d'avoir accès à des avortements sécurisés existent, elles restent encore timides. Les autorités religieuses, dont le poids politique sur les décisions concernant la santé sexuelle et reproductive est non négligeable, affichent une position moins conservatrice que celle de l'État. Parce que ceux avec qui nous avons discuté nous ont vraiment expliqué qu'ils sont débordés par ce problème. Donc, ils ne demandent pas de la libérer, mais ils paraissent ouverts à une discussion. Mais l'État, lui, reste très ferme. Alors, donc, cela élargit la possibilité d'interruption de grossesse, non pas seulement en cas de danger pour la vie de la mère, mais aussi dans les situations de viol et d'inceste. Alors, sur la base de tout ce que nous venons de vous dire, on avait recommandé que nous avions fait une étude déjà pour le ministère de la Santé, pour le ministère de l'Éducation, et où on avait recommandé au ministère de l'Éducation d'avoir une politique très claire en matière d'éducation, de santé sexuelle et de la reproduction, mais surtout, de façon générale, mais surtout en direction des jeunes. Ce que nous avons recommandé à Médecins du Monde, et sur lequel Médecins du Monde nous a suivis, c'est qu'il fallait changer d'approche, de sensibilisation à ces questions. C'est des enjeux de taille. Je viens de vous le dire, c'est les jeunes qui sont plus concernés. Or, nous sommes dans des contextes africains de tension de génération, de tension entre les générations. Les aînés sociaux ne comprennent pas les cadets sociaux. Les cadets sociaux ont un mode de communication qui passe au-dessus de la tête de leurs parents. Ils n'échangent pas les réseaux sociaux. Eh bien, en matière de communication, il faut aller retrouver ces jeunes là où ils sont. Il faut composer avec ces jeunes parce que le phénomène les engage. Et d'ailleurs, dans un cadre, on a fait une autre étude pour les Médecins du Monde, où on s'est rendu compte que même les gens qui étaient recrutés pour faire de la médiation entre les jeunes, pour faire la promotion des nécessaires, transportaient auprès de ces jeunes les valeurs qui étaient les leurs, les initiations qui étaient les leurs. Ils parlaient à ces jeunes s'ils étaient leurs enfants, leurs parents, et du coup, ça déconnecte ou ça compromet les objectifs qu'on tente de viser à travers les programmes de FSR. Alors, pour terminer, Médecins du Monde nous a suivis
ce film que vous avez vu entre dans le schéma de ce qu'on avait envisagé. On devait communiquer avec les programmeurs et amener justement ces jeunes à être ceux-là même qui vont mettre la pression sur le Parlement, sur l'exécutif, pour amener ces instances de décision à voir autrement cette question. Parce que c'est teinté de morale, c'est teinté de tout ce que vous pouvez imaginer. Or, nous sommes face à de véritables problèmes de santé publique. Alors, je vais arrêter mon intervention là. On aura peut-être le temps de l'échange où je pourrais expliquer les choses. Je terminerai en disant que par rapport à ce projet-là, on était dans une dynamique que le Covid a compromis. Finalement, le produit qui a pu sortir de tout ça, c'est le film dont vous avez vu juste une petite séquence. On aurait allé plus loin pour que là, les produits de la recherche, les opérationnels, quand on cumule, quand on essaye de mutualiser nos efforts, voir comment transformer les choses à partir des connaissances délivrées par la recherche. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Nous allons prendre donc quelques questions dans la salle ou en ligne. La première peut-être pour démarrer, elle est pour vous, Francis. C'est une demande sur quelle est la composition de ce produit chinois qui est disponible en Côte d'Ivoire. Alors, dans le rapport, nous avons mis les images de packaging de ces produits. Tout ce qui est écrit est en chinois. Alors, on est en asymétrie d'information totale par rapport à la composition de ce produit. C'est peut-être Dieu qui peut nous informer là-dessus. On ne sait pas. D'accord. Alors, on va prendre une première question dans la salle. Je demanderai juste à chaque personne de se présenter avant de poser sa question. D'accord. Vous m'entendez là? Oui. Magali Bouchon, fleuriste. C'était une question pour Marie-Geoffrey Roustide. Donc, déjà, merci beaucoup pour les présentations. Pour souvenir, quand la recherche a démarré, il y a eu pas bien la salle. Pas bien la salle. Il y a eu un comité de partage avec des institutions. Il y a des questions, vous allez me les rapporter. Je n'entends pas bien la salle. Non, je n'entends pas bien la salle. Donc, notez les questions qui me seront rapportées, donc vous allez me les rediriger. Donc, il y a eu un comité de partage qui a réuni des institutions, enfin des membres d'institutions cibles, comme membres. Peut-être tu pourras exposer quelles étaient les institutions ciblées, mais dont l'objectif était aussi de mieux partager les résultats. Ma question, c'était quelles ont été leurs réactions aux résultats de l'étude, et plus généralement, comment est-ce que, puisqu'on a vu que ce n'était pas la première de ce style-là, comment les pouvoirs publics réagissent aux résultats de ces études qui montrent bien le problème et le fait qu'ils ne prennent pas en compte les résultats des recherches. Merci Magali, c'est une question très intéressante, mais compliquée. En fait, on avait mis effectivement en place ce comité qui s'est réuni 3 fois, il me semble. Mais le problème, c'est que les acteurs qui auraient pu jouer le rôle le plus important ensuite dans la modification des politiques publiques, ou en tout cas donc qui étaient au plus haut niveau de l'État, on va dire, qui étaient invités, ont arrêté de venir. Donc, en fait, c'est très révélateur aussi. C'est-à-dire que progressivement, en fait, la première fois... Donc, la première fois, ils sont venus. Mais je crois que tu étais encore là, la première fois. Donc, ils sont venus. On leur a présenté le protocole de la recherche, etc. Puis, la deuxième fois, en fait...
il ne pouvait pas. On a proposé des nouvelles dates et il ne pouvait toujours pas. Donc on a compris en fait que c'était compliqué certainement pour eux de venir. Donc ensuite il y a eu le Covid, donc on n'a plus réuni ce comité. Mais en fait, là, il va falloir le réunir maintenant. On ne leur a pas encore présenté les résultats. C'est la première fois que les résultats sont présentés pour cette journée. Et il y a des événements qui sont prévus aux alentours de juin, parce qu'en fait, en juin, il y a une journée justement sur cette question de mettre fin à la prohibition, qui est une journée internationale, le 26 juin. Mais il faudrait effectivement qu'on le réunisse. Mais le simple fait que il n'est plus, enfin, il n'y a pas eu de, comment dire, de réponse complètement négative en disant on ne veut plus siéger, mais il ne venait plus du tout. Donc en fait, on voit qu'il y a un moment donné où le sujet était vraiment compliqué pour eux. Alors, en tout cas, par contre, moi là où je suis quand même, je reste quand même un peu optimiste, c'est que à partir du moment où, il y a deux temps, c'est-à-dire qu'il y a le fait de leur présenter la recherche, et puis après, il y a la question de la publication de la recherche dans des revues à comité de lecture, et en fait, et en particulier à l'international. Et quand on publie à l'international, ça devient plus compliqué ensuite pour la France, parce que ça veut dire que ça fait connaître à l'étranger également les limites du modèle français. Et on a vu en tout cas que sur le retard de la mise en place de la réduction des risques en France dans les années 80-90, c'est cette ouverture vers l'international qui a aussi permis de faire évoluer les choses. Donc là, pour le moment, on vit beaucoup sur ce modèle français que je présentais au départ, un peu idéal autour des traitements de substitution. Mais je pense que quand on va publier en tout cas toutes ces données à l'international et montrer les limites en mobilisant aussi des données quantitatives qui existent et qui viennent d'autres études, ça pourrait être un moyen aussi de faire bouger. Mais voilà un peu les limites auxquelles on a été confrontés, parce que c'est une question éminemment politique. Et donc, qui met le politique mal à l'aise. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez entendu, là, ces derniers jours, les discours qu'on peut entendre du ministre de l'Intérieur sur la manière dont il envisage la question des drogues. C'est-à-dire que là, Gérald Darmanin, il y a quelques jours, a même indiqué qu'il voulait mettre en place des lois encore plus répressives vis-à-vis des consommateurs, parce que s'il y avait de la violence liée au trafic, c'était parce qu'il y avait des gens qui consommaient. Donc en fait, on peut comprendre que voilà, ça soit difficile en ce moment que ce type de discours soit entendu, mais je crois beaucoup, en tout cas, à la dimension internationale, parce que tout autour de la France, les autres pays vont dans un sens qui est complètement différent. On le voit en Allemagne, on le voit en Suisse sur la question du cannabis, on le voit au Portugal sur la question de la décriminalisation de l'usage. Donc voilà, je crois à cette voie-là. Merci. Moi, j'aurais une question, s'il n'y en a pas dans le public ou en ligne. C'est une question pour Louisa. Et dans la proportion de grossesses non désirées et donc de grossesses qui sont liées à des situations de violence, dans le plaidoyer que vous avez porté, jusqu'à quel point ça a été porté, cette question de violence, de grossesses qui sont issues de violences, et donc un accès plus urgent donc, aux services d'avortement, et jusqu'à quel point vous avez pu être entendu sur ça? Merci, c'est effectivement un point important, parce que c'était uniquement les IVG, mais c'était aussi le cas pour les dames qui ont décidé de garder leur grossesse, parce que y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu. On a l'avantage en Belgique d'avoir une ministre de l'égalité des chances, Sarah Schulz, qui est très en avance sur les questions de violence, donc qui est très à l'écoute. Et qui a mis beaucoup de choses en place. Et donc, on a déjà des centres de ce qu'on appelle les CPVS, qui sont des centres qui prennent en charge directement les personnes victimes de violences, avec un peu comme des one-stop centers, comme on voit à l'international, mais version belge. On en a plusieurs sur le territoire et on continue d'en ouvrir. Donc là, on a une très très bonne collaboration avec ces centres, et ils ont déjà tout le package qu'on peut imaginer au niveau de la traduction et de la médiation culturelle, des choses comme ça. Le problème est plus au niveau des personnes du coup qui vont soit être mineures, pour les MENA en fait qu'on a, parce qu'on a eu on a beaucoup de personnes très jeunes, et les plus jeunes qu'on avait qui ont demandé une IVG avaient 16 ans. Donc du coup ça va
mobiliser d'autres problèmes de la protection à l'enfance et de la non-adaptation des structures de protection à l'enfance. Pour les jeunes femmes mineures, violées, qui souhaitent une IVG, il n'existe juste pas de structure en fait. Donc il faut composer soit avec l'existant et travailler pour bouger les murs, ce qui n'est pas super facile, alors qu'on se rend compte que généralement les structures adultes sont plus adaptées, parce qu'elles ont plus de flexibilité sur ces questions-là. Mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé aussi. Merci beaucoup, Louisa. On prend encore une question dans le public. Delphine, si tu veux bien te présenter. Oui, Delphine Fanget de la Direction Santé Plaidoyer à Médecins du Monde. J'ai une question pour... Delphine Fanget de Médecins du Monde. J'ai une question pour Marie-Geoffrey-Roustine. Est-ce que dans l'enquête, vous avez croisé, abordé en tout cas la question de la double, je ne sais pas comment le dire, mais de la double stigmatisation drogue et étrangers précaires? Et qu'est-ce qui est ressorti et comment vous pensez la problématiser, quoi? Alors, dans cette question, dans cette recherche-là, spécifiquement, on a pu le croiser à partir des témoignages des professionnels, donc des entretiens faits avec les professionnels. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les témoignages, des professionnels qui très clairement, tant au niveau des policiers qu'au niveau des acteurs de santé, font état de ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi en pratique s'applique de manière encore plus dure pour les personnes racisées et en partie également pour des personnes qui sont migrantes arrivées récemment sur les territoires, mais pas que, également des personnes première, deuxième ou troisième génération. Donc ça, on l'a dans les témoignages des professionnels et donc ça va être, c'est présent dans le rapport. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et un peu inquiétant, c'est que dans les discours des usagers, en fait, ce qu'on observe dans cette recherche, mais également dans d'autres recherches, c'est une forme d'euphémisation dans les discours des usagers qui, eux, ont tellement intégré le fait que c'était normal que les forces de police s'adressent mal à eux, qu'en fait, c'est des choses qui ressortent assez peu, en fait, au bout du compte, dans les entretiens en première intention. Et donc, en fait, il faut vraiment aller chercher loin pour... les interroger à plusieurs reprises de manière plus approfondie pour obtenir certaines données là-dessus. Et donc, en fait, c'est un résultat en soi aussi, le fait de voir que ces violences, en fait, elles sont intériorisées. Mais par contre, dans d'autres recherches, une recherche qui est en cours, quantitative, qu'on a menée sur 2000 personnes qui consomment des substances et qui sont accueillies dans des centres de réduction des risques et des centres de soins, on a un nombre beaucoup plus important de personnes migrantes que là dans le rapport où on était plutôt sur sur une approche qualitative, et on a fait passer le questionnaire en plusieurs langues, et donc on a beaucoup de questions sur la discrimination, donc on pourra croiser nos données qualitatives ensuite avec des données quantitative sur les expériences de discrimination liées à la migration avec des données quantitatives plus importantes. Mais en tout cas, c'est une question, bien sûr, qui est très présente à la fois, nous, dans les témoignages qu'on a recueillis, mais qui est également très présente dans le discours médiatique sur les questions de drogue et en particulier sur les questions d'usage de crack. Et ça, on fait une autre recherche là-dessus, où quand on regarde toutes les images qui sont produites autour des usagers de crack dans l'espace public, c'est toujours effectivement des images de personnes migrantes qui sont présentées, alors que voilà, quand on va dans les centres, il y a également une diversité en tout cas de profils beaucoup plus importants. Merci Marie, nous avons pris un peu de retard sur le calendrier. Je vais donc prendre une dernière question qui sera pour vous, Francis. Une dernière question qui sera pour vous et qui concerne deux volets donc sur l'IVG en RCI. La première partie, c'est est-ce que ces jeunes femmes sont informées sur les dangers des pratiques clandestines d'IVG, et notamment vis-à-vis de ces produits chinois. Et puis si elles se rendent en fait dans les dispositifs, notamment à l'hôpital, comment est-ce qu'elles sont traitées ? Comment se met en place la stigmatisation au niveau des structures de santé existantes?
Alors, juste... Oui, ça y est, j'ai ouvert le micro. Justement, c'est là le paradoxe. À Soubré, à Miyagi, les produits chinois ont la côte. Les produits sont très appréciés par ces jeunes filles. Elles n'ont aucune information sur ces produits. Je viens de vous dire que sur les sachets, les contenants de ces produits, tout est en chinois. Donc, elles se fient à ces vendeuses chinoises qui leur délivrent ces produits et qui leur donnent la posologie à respecter pour atteindre l'effet attendu. Alors, vous voyez, le fait de ne pas autoriser l'avortement, le fait de ne pas mettre un dispositif en place pour faire des avortements sécurisés, permet quelque part de laisser ce marché informel des solutions alternatives fructifier. Voilà. Et qui va donner des informations à ces filles sur les dangers liés à ces produits qui sont eux-mêmes des produits chinois, tout est écrit en chinois. Ce n'est pas les Chinois qui ont intérêt à vendre ces produits qui vont montrer les limites des produits qu'ils vendent. Donc, les utilisatrices de ces produits sont livrées à elles-mêmes. C'est un risque, un énorme risque qu'elles prennent en utilisant ces produits. Maintenant, quand elles débarquent à l'hôpital, parce que, d'abord, la plupart du temps, quand elles constatent le saignement, elles estiment que l'objectif est en train d'être atteint, certainement parce que la grossesse est en train de partir. La première lecture du saignement chez ces jeunes filles, là, c'est ça. Et c'est quand ça commence pas à durer et qu'elles ont c'est doublé d'autres signes, elles vont à l'hôpital. Mais tout le personnel médical sait ce que c'est et les prend en charge. Mais dans le cahier d'enregistrement des cas reçus, le personnel de santé développe toute une stratégie pour masquer tout ce phénomène. Donc, vous voyez, c'est un jeu, on ne dit pas vraiment ce qui se passe, mais tout le monde sait ce qui se passe. Le personnel de santé essaye de se comporter, si c'est un homme, c'est un bon père ou une bonne mère qui reçoit un enfant en détresse parce qu'elle a fait un avortement et qui ne s'est pas bien passé. Donc, aucun dispositif légal n'existe pour gérer ce type de situation. Voilà, c'est compliqué. C'est un vrai problème de santé publique. Très bien. Merci beaucoup, Francis. Merci à tout le monde. Je remercie chaleureusement nos intervenants pour cette table ronde. Pour la suite, on se retrouve dans un petit quart d'heure. Donc, pour les personnes, dans un peu moins d'un petit quart d'heure. Donc, si nous pouvions nous retrouver, donc pour les personnes en ligne, à -5, donc on puisse se retrouver. Vous avez le temps de prendre rapidement un petit café avant de rejoindre la salle. Je vous remercie.